Dernier épisode de la série sur les atomes et leurs constituants. Après l'épreuve de l'existence des atomes, puis l'épreuve de l'existence du noyau et des électrons, nous allons voir dans cet épisode les expériences qui ont montré que le noyau lui-même était composé de protons et de neutrons, eux-mêmes constitués de quarks. Je rappelle que William Prout avait fait l'hypothèse en 1815 que les atomes, dont l'existence n'était pas encore prouvée, devaient être constitués d'éléments plus fondamentaux, puisqu'avec la précision des mesures de son époque, les masses relatives des atomes étaient des entiers de la masse d'hydrogène, ce qui lui faisait penser que les autres atomes étaient constitués d'hydrogène. La détermination plus précise des masses atomiques sembla lui donner tort au cours du 19e siècle, mais nous allons voir qu'il avait finalement raison, enfin à peu près. Après avoir découvert l'existence du noyau de l'atome, c'est encore à Rutherford et à ses équipes, et à leur utilisation du bombardement des atomes avec des particules alpha, qu'on doit la découverte que le noyau lui-même est composite. Ils savaient désormais que les particules alpha étaient des noyaux d'hélium. Après avoir bombardé des atomes relativement lourds, comme l'or ou le plomb, et découvert le noyau, Rutherford se dit qu'en bombardant des atomes plus légers, les particules alpha pourraient probablement percuter le noyau de ces atomes, qui contiennent donc moins de charges plus capables de les repousser. Marsden, le collaborateur avec qui Rutherford avait travaillé sur la découverte des noyaux, commence avec de l'hydrogène gazeux. Il place un écran de sulfure de zinc à une distance supérieure à ce que peuvent parcourir les particules alpha, et s'aperçoit qu'il y a quand même des scintillations, mais plus faibles qu'avec les particules alpha. Les deux scientifiques comprennent que ce sont les noyaux d'hydrogène qui, percutés par les particules alpha, et comme plus légers, parcourent la distance jusqu'à l'écran de sulfure de zinc pour provoquer une scintillation. Rutherford va enchaîner les expériences en remplaçant l'hydrogène par d'autres gaz. Avec l'oxygène pur, il ne détecte rien, et avec l'azote pur, il détecte les mêmes scintillations qu'avec l'hydrogène, c'est-à-dire des scintillations plus faibles qu'avec les particules alpha. Mais potentiellement dans toutes les directions cette fois. Rutherford en conclut que le noyau d'azote, percuté par les particules alpha, éjecte un noyau d'hydrogène qui provoque une faible scintillation. Si l'hélium, la particule alpha, plus l'azote donne de l'hydrogène, en considérant la conservation des masses et des charges, il doit se former de l'oxygène. Pour Rutherford, le noyau d'hydrogène éjecté provient du noyau de l'atome d'azote. Il réalise ainsi la première réaction nucléaire en transmutant de l'azote en oxygène et en 1919 appelle proton le noyau de l'hydrogène. Proton qui est donc un constituant du noyau des autres atomes, conformément à l'hypothèse de William Prout, puisqu'un proton est éjecté du noyau d'azote. Au lieu de proton, Rutherford hésite même avec proton en hommage à William. Il a eu raison de mettre proton quand même. En fait, je suis allé un peu vite pour simplifier, mais dans son article de 1919, Rutherford n'a pas de moyen de savoir exactement si lors de la transmutation de l'azote, la particule alpha est absorbée et conduit à la formation de l'oxygène, ou si elle ne l'est pas et conduit à la formation de carbone. L'analyse chimique n'est pas possible vu les très faibles nombres de réactions qui se produisent. L'absorption de la particule alpha par le noyau d'azote, puis l'émission d'un proton sera corroborée en 1925 par Patrick Blackett, encore un collaborateur de Rutherford, qui refait l'expérience mais utilise une chambre à brouillard pour détecter les particules au lieu des scintillations des écrans de sulfure de zinc. La chambre à brouillard est une technique de détection de particules basée sur la liquéfaction d'un gaz, ici un alcool, mais historiquement c'est de l'eau. Ici, l'alcool est vaporisé car légèrement chauffé dans le haut de la chambre à brouillard. Dans le bas, il y a au contraire un système de refroidissement. L'alcool se maintient à l'état gazeux s'il n'y a pas de noyau de condensation, par exemple de la poussière. Les particules à détecter vont ioniser le gaz sur leur passage, les ions ainsi formés servant de noyau de condensation. Des gouttelettes d'alcool se forment alors rendant visible la trajectoire des particules qu'on veut détecter. Ici, c'est un matériau radioactif. Ce qu'on voit, ce sont des particules alpha. La trajectoire est épaisse et courte. Un électron laisse une trajectoire très fine et beaucoup plus courbée, par exemple. Revenons-en à l'expérience de détection du proton. On retrouve la source radioactive de particules alpha et on a placé de l'azote dans la chambre à brouillard. On voit alors la particule alpha s'arrêter brusquement et deux trajectoires prendre le relais. L'une courbe et épaisse, c'est l'oxygène, l'autre fine et longue, c'est le proton. La particule alpha ne laisse pas d'autres traces, ce qui montre qu'elle a bien été absorbée par le noyau percuté d'azote. Quand je vous disais que le nombre de réactions nucléaires transmutant un atome d'azote en un atome d'oxygène est très faible, pour vous donner une idée, Blackett a réalisé 23 000 photographies de la chambre à brouillard. Chaque photo contenant environ 18 traces, ça représentait 400 000 traces au total. La plupart étaient des particules alpha qui ne rencontraient pas de noyau. Seules 8 traces sur 400 000 furent attribuées à une transmutation de l'azote en oxygène avec éjection d'un proton. 8 traces sur 400 000.
Un des constituants du noyau de l'atome, le proton, venait donc d'être découvert. C'est le nombre de protons chargés positivement qui caractérise un élément. C'est ce qu'on appelle le numéro atomique dans la classification périodique. Et durant la même période, une autre équipe du laboratoire de Rutherford, dirigée par Francis Aston, va s'occuper du problème des masses décimales, qui avait été à l'origine de l'abandon de l'hypothèse de William Prout. La détermination des masses atomiques, déjà évoquée dans un précédent épisode, utilisait la chimie ou l'électrolyse. C'est ainsi qu'on trouvait des masses relatives décimales, et que chaque élément avait toujours la même masse décimale, certes, mais toujours la même. La radioactivité et les premières réactions nucléaires vont faire apparaître des substances ayant des masses différentes, mais les mêmes propriétés physico-chimiques, donc inséparables par la chimie ou l'électrolyse. Par exemple, un des éléments produits par la désintégration du radium, produit qu'on appelait alors le radium-D, avait les mêmes propriétés chimiques que le plomb, seules leur masse et leur radioactivité étaient différentes. Il en était de même pour plusieurs produits de désintégration de plusieurs éléments radioactifs. Frédéric Soddy va émettre l'hypothèse que s'ils ont les mêmes propriétés physico-chimiques, c'est que ce sont les mêmes éléments chimiques, qui ne diffèrent que par leur masse. Il les nomme les isotopes. Le radium-D, découvert lors de la désintégration du radium, est un isotope du plomb. C'est donc du plomb. Deux isotopes ont les mêmes propriétés chimiques, mais des masses différentes. Il remet ainsi en cause le fait que les atomes se caractérisent par leur masse, ce qui était un des postulats de base du modèle atomique de John Dalton du début du XIXe siècle. Aston va vérifier l'hypothèse de Soddy en utilisant la spectroscopie de masse. Dans une enceinte où on fait le vide, on injecte des substances qui se ionisent sous l'effet d'un champ électrique. C'est-à-dire que des électrons sont arrachés aux atomes de la substance étudiée. Les ions positifs ainsi formés sont triés en un fin faisceau grâce à deux fentes S1 et S2, puis sont déviés par un champ électrique régnant entre ces deux plaques métalliques. Un puissant électroaimant dévie plus fortement les ions qui sont séparés selon le rapport de leur masse sur leur charge, dans le même esprit que ce qu'avait fait Thomson pour les électrons. On place alors une plaque photographique et on obtient un spectre qui dépend seulement de la masse des substances. Voici ce qu'on obtient pour le néon. La lecture n'est pas immédiate car on ne peut injecter un gaz pur et il doit être mélangé avec d'autres. Déchiffrer un spectre de masse demande donc de l'expérience pour repérer les isotopes qui nous intéressent. Deux isotopes du néon apparaissent aux masses 20 et 22, un troisième sera découvert plus tard. Les autres traces sont dues aux autres gaz mélangés au néon. L'utilisation systématique du spectromètre de masse et son amélioration va fournir la liste des isotopes de chaque élément et leurs proportions dans la nature. On va s'apercevoir que l'hypothèse de Prout était bien valide. Les isotopes ont des masses relatives entières. Les masses décimales indiquées dans la classification périodique n'étaient que des moyennes pondérées de différents isotopes présents dans ces proportions dans la nature. Les isotopes d'un même élément ne pouvaient être séparés chimiquement puisqu'ils avaient les mêmes propriétés chimiques. Je le dis tout à l'heure, ce qui caractérise un élément, c'est le nombre de protons chargés plus. Le noyau de l'hydrogène est constitué que d'un proton, et si on prend 1 pour sa masse, l'hélium a 2 protons mais une masse de 4, ce qui montre qu'il y a une autre particule dans les noyaux des autres atomes. Et en 1921, Rutherford appelle neutron cette particule de même masse que le proton, mais neutre. Un élément de la classification périodique se caractérise par le nombre de protons dans son noyau, mais il peut avoir un nombre différent de neutrons. C'est ce qui explique l'existence des isotopes. La découverte du neutron va reprendre les mêmes méthodes que pour le proton, c'est-à-dire un bombardement de noyaux légers par des particules alpha. Mais cette découverte prendra quelques années et elle va être fortuite. Frédéric et Irène Joliot-Curie vont utiliser une source de particules alpha plus énergétique que Rutherford, le polonium. Et ils vont bombarder des éléments légers comme le beryllium. Des rayons vont alors être émis, capables de ioniser la matière, notamment le gaz autour, et arracher des protons de la paraffine qu'ils ont placés sur le chemin de ces rayons. Les Joliot-Curie vont émettre l'hypothèse que ces nouveaux rayons inconnus sont des rayons électromagnétiques type rayon gamma. Ils publient leur découverte en 1931. James Chadwick, encore un collaborateur de Rutherford, qui cherchait à détecter les neutrons sans succès depuis près de 10 ans, pense, en lisant l'article des Joliot-Curie, que ce sont les neutrons qu'ils viennent de mettre en évidence et non des rayons type gamma. Chadwick va reprendre leur expérience en utilisant un détecteur plus performant permettant de mesurer l'énergie de chaque particule émise. En supposant la conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement, Chadwick calcule que les rayons gamma ioniseraient moins d'atomes de matière et éjecteraient moins de protons de la paraffine que des corpuscules comme les neutrons.
Ces résultats expérimentaux sont en bon accord avec l'hypothèse du neutron corpusculaire. Il écrit dans son article de 1932 que les preuves sont en faveur du neutron, à moins d'abandonner les conservations de l'énergie et de la quantité de mouvement, ce que personne n'avait envie de faire. Les scientifiques savaient donc à partir des années 1930 que le noyau des atomes était constitué de protons chargés plus et de neutrons électriquement neutres. Voici la représentation la plus répandue pour un noyau d'atomes. Représentation qui ne prend en compte que le caractère corpusculaire de ces particules. La physique quantique va montrer que le noyau d'un atome est plus compliqué que cette simple représentation. Voici une autre représentation de noyau d'atome, en l'occurrence les isotopes de l'hydrogène et de l'hélium. Vidéo proposée par le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, dont le lien est en description. L'extension spatiale du proton, ou dit autrement la taille du proton, fut découverte par Robert Hofstadter dans les années 1950 grâce à un accélérateur d'électrons pouvant atteindre 200 mégaélectronvolts. Le comportement ondulatoire des électrons avait été démontré expérimentalement, j'y consacrerai un épisode. La longueur d'onde associée à l'électron dépend de sa vitesse. Plus l'électron est rapide, plus la longueur d'onde associée est petite, et est donc capable d'interagir avec des structures de plus en plus petites, puisque pour qu'une onde diffracte, ce qui la fait diffracter doit avoir une taille du même ordre de grandeur que la longueur d'onde. L'espace entre ces rochers pour des vagues, une fente de quelques micromètres pour ce laser de lumière visible, l'espace entre les atomes pour des rayons X, voir l'épisode sur l'existence des atomes, et donc pour un proton, il faut des électrons de 200 mégaélectronvolts. C'est la diffraction de ces électrons par de l'hydrogène gazeux qui permet de calculer la répartition des charges électriques dans le proton et sa taille à 15% près, 0,77 femtomètres, un femtomètre étant égal à 10 puissance moins 15 mètres. Hofstadter remplaça l'hydrogène par du deutérium, un isotope de l'hydrogène constitué d'un proton et d'un neutron, et put montrer une répartition de charges électriques également pour le neutron, malgré sa neutralité électrique globale, ce qui suggérait que protons et neutrons étaient eux-mêmes composites. C'est l'avantage de la diffraction des électrons par rapport aux photons de lumière. Vu que l'électron est chargé électriquement, la diffraction donne aussi des renseignements sur la répartition des charges électriques des cibles. De nombreux modèles pour les constituants des protons et des neutrons furent proposés, mais c'est celui de Murray-Gell-Mann qui sera confirmé par l'expérience. En 1964, il construit une théorie selon laquelle protons et neutrons étaient constitués de quarks, 3 chacun. Ces quarks seront découverts en 1967 grâce à un accélérateur de particules, le SLAC, de Friedman, Kendall et Taylor, avec des électrons encore plus énergétiques que ceux utilisés par Hofstadter. La manière dont les électrons se diffusent est prédite quantitativement avec le modèle et est en très bon accord avec ce qui est observé dans l'accélérateur. À ces énergies, une partie de l'énergie cinétique des électrons incidents, énergie liée à leur vitesse et leur masse, est transférée à la cible, rendant la représentation du phénomène difficile et je ne m'y risque pas. Pour finir cette série sur les atomes et leurs constituants, un petit récap. L'existence des atomes est prouvée en 1908 par les expériences de Perrin, corroborée en 1912 par la diffraction des rayons X, puis plus récemment avec les microscopes à effet de tunnel. L'électron est découvert par Thomson en 1897 grâce au tube cathodique. Le noyau est découvert par Rutherford en 1911 par bombardement d'atomes lourds par des particules alpha. Le bombardement d'atomes légers par ces mêmes particules alpha révélera l'existence des protons au sortir de la Première Guerre mondiale, puis des neutrons en 1932. Enfin, en utilisant la diffraction d'électrons dans des accélérateurs de particules, les quarks seront découverts en 1967.